Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle review. On revient encore une fois avec les reviews, vous savez un peu, j'ai expliqué dans ma vidéo retour qui date un peu, mais j'ai expliqué, tout va bien. On va reprendre un peu de rythme, là il va y avoir pas mal de reviews qui vont sortir sur la chaîne. Donc on a celle d'Impact Wrestling qui va sortir là, puisque vous la voyez. On aura donc NXT TakeOver, on aura New Japan New Beginning, je sais pas dans quel sens je vais les sortir. Je vous ferai la review du Bloodsport 4 de Game Changer Wrestling, le dernier show d'Elite, peut-être un show Stardom, on va essayer de vous regarder un peu pas mal de catch ce temps-ci, pour bien se relancer, puis pour un peu se divertir. Et c'est parti pour la review de ce Impact Wrestling No Surrender 2021. Bien, commençons avec un petit message d'avertissement. Je suis depuis longtemps un fan d'Impact, enfin la bonne période avec la période où ça s'est transformé en Impact Wrestling 2014-2015, où c'était un peu bon et puis ça s'est un peu diminué. Donc je vous savirai d'être gentil avec moi, de pas m'insulter si jamais je dis le contraire de votre avis, parce que il faut quand même se le dire qu'il y a une petite communauté Twitter fans d'Impact qui sont un peu des abrutis, voilà, si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es un sombre crétin, donc voilà. Je tiens à dire que cette communauté, que plein de bisous. Je vais parler d'Impact Wrestling, alors écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles parce que ça risque d'être rigolo. C'était le deuxième pay-per-view de l'année, No Surrender, puisqu'on avait le premier qui était Hard to Kill, que j'ai vu à moitié, qui était plutôt sympa. Hard to Kill était vraiment plutôt cool, donc No Surrender s'annonçait plutôt bien. J'ai vu la carte, bon des trucs m'intéressaient pas, d'autres trucs m'intéressaient, mais bon ça c'est autre histoire. On était à huis clos le 13 février 2021, donc le huis clos à Impact Wrestling c'est un peu chiant, c'est WWE en moins bien, il y a personne, il n'y a pas de Thunderdome, il y a des chants qui essayent d'être là, c'est bizarre. Voilà, donc c'était compté par D-Lobo et Matt Striker qui sont très très bons. J'aime beaucoup D-Lobo et Matt Striker en commentateur, ils me font extrêmement rire. Vraiment, c'était quelque chose d'assez rigolo. Mais on va ouvrir le show avec le premier match. Un match à 6 tag team mix. Donc d'un côté la team XXXL, donc Ace Romero et Riley D, qui était en équipe avec Tenille Dashwood accompagné de Khaled Conley, qui affrontait The Decay, la deuxième version, puisqu'on avait Closey Steve, Rosemary et Black Taurus, qui donc remplace le Big Man, qui remplace Abyss, puisque Abyss, vous savez, est parti chez eux en tant que producteur. 2-3 quarts, 7 minutes 57, j'ai pas grand chose à dire, le match est assez rapide, plutôt plaisant finalement. Tenille Dashwood va faire pas grand chose dans le combat et Rosemary non plus, puisque si Tenille Dashwood n'est pas dans le ring, Rosemary n'est pas dans le ring non plus. On va avoir un match focus principalement sur deux équipes, donc DK et la Triple XL. C'était sympa, Black Taurus vraiment bien divertissant, j'ai beaucoup aimé Black Taurus. Ses débuts à Impact Wrestling, il y a une semaine ou deux je crois, étaient plutôt pas mal du tout. J'aime beaucoup Black Taurus, franchement, en plus avec la peinture un peu version ZDK, j'aime bien. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est un opener qui fait son taf. Victoire de ZDK avec le pin final de Black Taurus sur Larry D, qui fait une sorte de gros chokeslam, il me semble. Une grosse... non, c'est son Brainbuster sur Larry D, puisqu'on a eu Ace Romero qui s'est pris le crachat de Rosemary entre temps, et on a une grosse powerbomb aussi d'Ace Romero qui portait Tenille Dashwood, qui a jeté sur Closey Steve, Black Taurus et un peu tout le monde. Le match est plutôt plaisant. On passe à la suite. Match par équipe, Eddie Edwards et Matt Cardona affrontaient Brian Myers et Hernandez. Waouh! Dans chaque équipe, t'as quelqu'un qui est bien sapé, et t'en as un qui est mal sapé, comme on sait pas comment il est sapé. Eddie Edwards qui est avec son petit shorty là, jean, oh là là, et Hernandez, mais incroyable, Hernandez, short MMA, le Marcel, le bandana, les Converse, incroyable. L'outfit d'Hernandez, franchement, mais c'est fantastique. C'est fantastique comment il en a plus rien à foutre, c'est incroyable. Incroyable, bel match, 2 étoiles, c'est pas ouf, puisque on va avoir un face-to-face entre Matt Cardona et Brian Myers qui fait toujours plaisir à voir, et de l'autre côté, en fait, t'as les deux partenaires qui sont un peu inutiles. On va voir cette histoire entre Eddie Edwards et Brian Myers qui a eu un crevage d'œil au passage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le combat est plutôt bien, on a eu 2 suicides dive d'Eddie Edwards sur Hernandez qui est plutôt cool.
Matt Cardona va se faire avoir dans le ring puisque Brian va le surprendre et va l'envoyer dans le coin non protégé suivi d'une lariat dans le dos, il me semble. Pour le compte de 3, la victoire des Heels, j'ai pas grand chose à dire, c'était même pas ouf du tout, donc on passe à la suite, hein, c'était pas grand chose. Dinner, qui était accompagné de Eric Young et donc Joe Doering, qui forment Violent by Design, un truc comme ça, c'est le clan, un clan chez Impact. Joe Doering, hein, qui physiquement fait penser à Stan Hansen, clairement incroyable. Mais bon, il y a Eric Young, quoi, Eric Young qui a le cancer, et Dinner qui en phase terminale aussi. Et donc qui a affronté Jake Something, grand nom du circuit indépendant, grand nom du circuit indé. Donc Dinner, Jake Something qui était en équipe à l'époque sous le nom de The Dinner, qui était rincé du cul au passage, et il s'appelait avant Cousin Jack. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire de ça? Le match est pas mal, 2,5, c'est pas non plus incroyable, mais on va avoir un booking classique, hein. Le heel va dominer le face va revenir, le face va faire un suicide dive, enfin Tope Conilo sur les deux managers. Sur du ring, il va revenir, il va faire son Black Hole Slam, donc c'est un peu un Deep Six, en gros, voilà, c'est un Deep Six. Pour gagner, il va célébrer, les heels vont revenir, vont le fracasser, et une grosse powerbomb de la deuxième corde de Joe Doering à travers une table dans le ring. L'histoire va continuer, peut-être qu'il va avoir des potes, James Something, peut-être ramener 2-3 de Gus pour faire... Mais même pas, parce que ça a été déjà fait. Parce qu'il était en équipe avec Rhino et Tommy Dreamer à Hard to Kill, parce qu'il y avait un 3v3. Je sais pas s'il va y avoir une continuité entre James Something et Violent by Design. Quand je dis Violent by Design, j'ai vraiment l'impression de voir un graphiste sur Twitter, quoi. C'est insupportable, ces noms, c'est insupportable. Insupportable, Violent by Design. C'est un graphiste Twitter. Enfin, un graphiste Twitter non rémunéré, évidemment, parce que... Oh là là, c'est insupportable. Ce nom est insupportable. La musique est bien, mais ce nom est insupportable. Bon, le match, il est pas non plus incroyable, mais l'histoire va continuer, certainement. Je sais pas dans quoi ils veulent nous lancer dedans. Est-ce qu'ils veulent faire un gros push du clan? C'est quoi la suite pour le clan? Les petites par équipe, peut-être? J'y crois pas. Eric Young... non, pas à nouveau le titre World. Eric Young... Non, faut arrêter Eric Young. 2021, faut arrêter de lui donner de l'importance. La mid-card, c'est très bien. Match suivant, le Revolver Freeway Match. Donc, qu'est-ce que c'est un Revolver Freeway Match? Donc, c'est un Freeway. Donc, un Freeway, à chaque éliminé, il y a un nouveau qui remplace l'éliminé. Et quand tout le monde est arrivé, le dernier Freeway se transforme en règle classique dans un Freeway. Donc, le premier ping est donc le gagnant. Le gagnant était number one contender au titre X Division. Et le match, il aura lieu au Impact Wrestling qui va avoir lieu dans la semaine. Donc dans ce match, on avait donc Dave Harry, Suicide, Josh Alexander, Willie Mack, Trey Miguel, Ace Austin, Chris Bay et Blake Christian. Le début va se faire entre Trey Miguel, Blake Christian et Suicide. Suicide, super premier freeway, hein. On a vraiment un combat assez vite. Je vais commencer par les éliminations, faire l'ordre, après je parlerai après du match en général. Donc Miguel va éliminer Suicide avec un double leg lock hold, donc c'est une sorte de soumission un peu un figure four un peu modifié. Chris Bay va arriver ensuite et va éliminer Blake Christian avec une sorte de gorilla bombe. Blake Christian va être remplacé par Dave Harry qui va arriver, mais il va vite se faire éliminer par un Fox Splash de Trey. Par contre, Dave Harry avait quand même une grosse... Dave Harry, ancien catcheur de cheveux, qui est chez MLW au passage, et qui a une super shape. Mais il va vite se faire éliminer par Trey Miguel avec un Fox Splash. Vraiment, il va se faire avoir. Blake Christian qui a signé chez eux, puisqu'on a vu qu'il a fait son dernier match à Game Changer lors du Fight for Forever. Fight Forever? Pourquoi j'ai dit For Forever? Fight Forever, le fameux show de 24 heures, où j'ai pu passer une petite tête sur le live de Rivna au passage. On peut aller voir la review, hein. Excellente review, la super longue review, surtout de ce show sur la chaîne de Rivna au passage. Voilà. Ensuite, Josh Alexander qui va venir à son tour. Et donc, on va avoir l'élimination de Chris Bay qui va se prendre un tornado bomb suivi d'une ankle lock de Josh Alexander. Willie Mack va arriver. Et Miguel et Josh vont faire un double pin sur Willie Mack pour le jarter. Après un double knee, et puis voilà, il va y avoir un blocage. Et donc, c'est aussi donc, le dernier à arriver dans ce Revolver match. Le match en général est vraiment très très bon.
On va avoir une victoire finale de Josh Alexander qui va porter les deux et qui va faire une sorte de Samoan Drop, mais il y a aussi un pile driver sur Ace Austin. Suivi d'un Ankle Lock, mais Ace va réussir à se dégager, va tenter de revenir, mais va se prendre un big boot de Josh Alexander. Solar Austin va se faire virer. Enfin bref, le bodyguard de Ace Austin va se faire virer par Josh Alexander qui va le reprendre, porter un double arm pile driver pour la victoire. Le match est super, le match est très bon, c'est un 3,5. On a un combat de 22 minutes 14. C'est vraiment très bon, on a une grosse fluidité, des éliminations qui arrivent peut-être à des moments un peu connes et un peu trop rapides. C'est un peu le souci dans ce combat. Dave Varry, j'aurais aimé le voir plus longtemps. Quizbe, qui est pas n'importe quel bras cassé, qui se fait finalement sortir assez rapidement et avec un simple Ankle Lock, alors qu'il a sorti un magnifique freeway avec TJP et Wade Raju il y a quelques temps. Donc je suis un peu déçu. Ace Austin qui arrive à la fin, qui finalement se fait avoir lui aussi, qui n'aura pas de chance pour le titre X-Division, puisque il avait gagné la Super X Cup, il me semble, et la Super X Cup, logiquement, si on suit le nom, c'est une chance pour le titre X-Division. Finalement, non. Ace Austin, hein, qui est un peu l'arnaqué d'Impact Wrestling. Il gagne la Super X Cup, il n'a pas de match pour le titre X-Division. Il aurait dû avoir un contre 1 pour le titre World. Ça s'est transformé en six-way et il s'est fait arnaquer totalement. Donc Ace Austin, l'arnaqué du siècle, on peut le dire. Alors, je vais un peu parler... Je crois que j'ai fini de parler du match. C'était plutôt cool. Bon, le gagnant, heureusement, c'est Josh Alexander. Bon, il fait 110 kg, c'est pas vraiment la taille d'un cruiserweight. Je sais que le titre X-Division n'est pas un titre uniquement pour le cruiserweight. Mais quand t'as 3/4 des champions qui sont des cruiserweights, à un moment donné, tu peux te dire que c'est un titre cruiserweight. Même si Samoa Joe, Kurt Angle, Willie Mack, Bobby Lashley ont été champions. Je sais même plus si je crois qu'il a été champion, hein, Willie Mack, hein, X-Division, me semble. Je suis pas sûr du tout sur ce coup-là. Mais voilà, ok, c'est des big guys, c'est des mecs qui sont plus que la limite de cruiserweight, qui ont été champions X-Division, mais quand 3/4 des superstars qui ont ce titre ont été champions et ont été cruiserweight, pour moi c'est un titre cruiserweight tout simplement. Donc voilà. Juste parler de Black Cushion qui a signé chez eux. Donc malheureusement, il va certainement passer par le Cas Performance Center pendant 2 ans, et peut-être avec un peu de chance, en 2023, on aura Black Christian à NXT, peut-être. Le souci, c'est que Black Christian, c'est un catcheur indépendant qui a explosé en très peu de temps, et le souci, c'est que pour les fans mainstream, c'est un no-name. C'est malheureusement un no-name, donc il risque de pas avoir l'importance qu'il faut. Il a de l'expérience, mais je pense qu'il aurait pu attendre avant de signer chez eux, puisque il aurait pu avoir de l'expérience dans d'autres fédérations pour déjà se bâtir un corps peut-être plus athlétique. Je dis pas qu'il est pas athlétique, hein, mais on connaît que chez eux, quand t'es bien musclé, ça peut aider. Bon, il s'effrite quoi, l'exemple, l'exception à la règle, mais je suis un peu déçu qu'ils signent directement chez WWE. Bon, à voir ce qu'ils vont faire, mais je suis quand même un poil déçu. Oh là là, j'avais ça, putain. Le Impact Knockout Tag Team Championship. Oui, ils les ont ramenés, ces titres féminins par équipe. Dans un Texas Tornado No DQ match, on pourrait l'appeler juste No DQ, c'est très bien, c'est très bien. Donc Fire and Flava, les champions de Donkey Rogan et Tasha Steelz. Jackie Rogan. Qui affrontaient Havok et Nevaeh. Foulouloulouloulou. 9 minutes 17 cette daube, hein. Une étoile, 9 minutes 17. Ça a été long, hein. Donc on a eu un kendo, une chaise et une pancarte en métal comme arme dans le match, hein. Ah vraiment, en stipulation respectée à mort, hein. Mais niquez-vous, hein. Le match, je vais même pas en parler parce qu'il est pété, il est éclaté au sol. La victoire, c'est quand même Kierogan qui fait une sorte d'écrase-face, ou un bulldog si tu veux, sur Nevaeh contre la pancarte en métal. Et fin. Voilà, fin. On a envoyé Havok dans une chaise dans le coin, point. On a peut-être un début de dissolution d'équipe entre les deux, entre Havok et Nevaeh, parce qu'ils adorent faire comme chez WWE, ils adorent copier WWE. Franchement, non, mais Impact, ils respectent leur logique et leur DA, quoi. Ils respectent leur DA. C'est-à-dire que si ils ont des équipes féminines qui se construisent entre deux inconnus, et que s'ils gagnent pas les titres, elles sont dissoutes, bah ils font pareil.
Mais ça va être incroyable. Inc- Impact, ils ont quoi? Ils ont Farian Flava qui ont un nom. Ils ont Avoc et Nevaeh. Et je crois l'autre équipe féminine, je ne sais même pas qui c'est. Peut-être. Allez, peut-être Jordan Grace Odibi et pourquoi pas Diana Purrazzo Kimberly? Pourquoi pas les foutre en équipe? Mais c'est vraiment. Non, non, c'est une étoile, c'est inutile. C'est même pas sa place sur la carte. Match suivant, le titre X-Division. TJP défendait sa ceinture face à Rui Raju, qui est accompagné de Maha Bali Sheila. 3-3 quarts, très très bon combat. On a un booking différent des autres fois, puisque TJP et Rui Raju sont connus pour s'être affrontés beaucoup de fois en très peu de temps. Mais TJP va rentrer dans le ring et va se faire directement attaquer par Raju qui fait un suicide dive. Et donc on aura un combat qui sort du ring où Raju va prendre le dessus jusqu'à que les deux rentrent dans le ring pour que la cloche sonne. Il va foncer sur TJP, le matraquer, enfin bref. Lui, il va dominer le combat, ce qui est logique vu la circonstance de l'avant-match. Et au final, on va avoir vraiment un très bel enchaînement entre les deux hommes qui se connaissent très bien, évidemment. Will Raju qui est pas très bien booké chez Impact, mais qui est un must-see si on veut dans le circuit indépendant. Et au final, TJP va réussir à conserver sa ceinture puisqu'il il va porter un running knee qui n'est finalement pas un running knee sur Raju. Raju qui va finalement aussi plus tard frapper son bodyguard sans faire exprès. TJP va en profiter et va lui porter un gros kick au niveau de la tête suivi de son frog splash pour conserver sa ceinture. Franchement, match à voir que 10 minutes 27, ça prend pas beaucoup de temps, c'est vraiment un combat plutôt bon. Je vous le recommande, franchement, c'est l'un des combats, ouais, c'est le meilleur combat de la soirée. Le Six Women's Match. Jazz, vous savez Jazz, la catcheuse, oui, la catcheuse de vœux, oui. Johnny Grace et Odibi, oui, Odibi, la bigard féminine, qui affrontait donc Deonna Purrazzo, Kimberly et Suzanne. Mais qui est Suzanne, vous allez me dire? Suzanne, c'est encore une entité de Su Yung. Oui, oui, Su Yung, c'est Mick Foley chez eux, chez eux, mais... Là, Su Yung, c'est la Mick Foley de chez Impact. Hein. Elle a 50 000 personnages, c'est la fête. Donc, un quart. Alors, le 1 quart en plus, c'est parce qu'ils m'ont fait rire pendant tout le combat. 8-47. Regardez ce combat. Je sais même pas s'il faut regarder ce combat. C'est éclaté au sol. Ça pue, ça pue. Mais ça m'a fait rigoler puisqu'on va voir la victoire de la Team Grace avec un CF de Jazz sur Suzanne. Un Jazz qui porte très mal le CF aussi, encore une fois. Personne ne sait le porter, j'ai l'impression. Cette prise, non, si, Finn Balor sait bien le porter, on en parlera dans NXT TakeOver. On a un super botch, mais vraiment, on a un sacré botch. On a des botches, même pas un botch, il y en a plein. On a ODB qui donne des coups de vagin, qui donne des coups de sein. Bon, c'est le personnage, je veux bien, hein, c'est du ODB dans l'âme. Hein. Et à un moment donné, donc on a dos dans les yeux de Jazz, donc Jazz qui joue très très bien, incroyable. Qui joue l'aveugle, et dans le replay c'est fantastique puisque on a Grace qui porte un suicide dive sur Kimberly et Purrazzo. On voit à côté Jazz qui essaie d'avancer les yeux fermés, c'est fantastique, c'est incroyable ce mouvement qui incroyable. Suzanne revient mais finalement se fait choper alors que Jazz catch les yeux fermés, c'est incroyable. Porte un STF pour gagner le match, c'est fantastique, c'est incroyable. Jazz qui était en combinaison qui était en combi de bâtiment, quoi. Juste après, elle construisait un immeuble. Elle rejoignait Pedro pour finir la baraque. Mais incroyable. Entre Jazz en combi bâtiment et Suzanne en costard cravate. Fantastique. Fantastique. Kimberly qui, bon, les autres, ils ont rien foutu, mais... Waouh, quel combat incroyable. Franchement, ça mérite d'être en pay-per-view. Ça mérite d'être sur l'Impact Plus. The Impact Plus. Oh là là. Oh là là, mon dieu. Qu'est-ce que c'était ça? Mais on va passer aux deux derniers matchs de la soirée. Les titres par équipe de Impact Wrestling. Les Good Brothers, Cal Anderson et Doug Gallows défendant leur ceinture face à Private Party. Isaiah Cassidy et Mark Quinn accompagnés de Matt Hardy face à Brigham, donc Chris Sabin et James Storm. 3,5, 13,52. J'aurais aimé un peu plus. J'avouerais que j'aurais aimé un peu plus dans ce combat, plus de temps. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps. Mais on a un super enchaînement. Au début, on a vraiment un match assez fait entre Private Party qui joue les fanfarons face à Beer Guns, les Good Brothers qui veulent pas trop se lancer dans le combat. Et au final, le combat va bien se lancer, ça va finir en bordel. On ne sait plus quel partenaire légal, on a des black tags des tags dans le dos dans tous les sens. Et l'arbitre va être distrait par Doug Gallows, il me semble, qui tente un truc.
Twist of Fate de Matt Hardy sur James Storm, suivi d'un Swanton Bomb de Cassidy, suivi d'un 450 splash de Mark Quinn, mais Cameron va faire le tag dans le dos de Mark Quinn, va virer Mark Quinn et va directement faire le pin sur James Storm pour conserver les ceintures. Les Good Brothers continuent dans leur rôle de heel, sont toujours champions, ils ne décrédibilisent personne puisque Pré-Party sont pas décrédibilisés dans ce booking de match. Non plus James Storm qui s'est tout pris dans la gueule, donc à un moment donné il peut pas faire grand chose. Pré-Party certainement qui vont continuer à venir chez Impact, hein, puisqu'on a, j'en parlerai à la fin, mais on a un deal qui est arrivé en place. 3,5, j'aime beaucoup ce combat, je vous le conseille, hein, même s'il n'est pas en recommandé, mais vraiment regardez-le. C'est plutôt sympa. Pas trop d'intervention, Matt Hardy qu'intervenant, c'est un peu logique, hein, puisqu'il est un peu dans sa gimmick de Moneyman. Donc l'argent et la fourberie, hein, le Matt Hardy un peu heel que j'aime bien. J'aime beaucoup ce Matt Hardy là, c'est vraiment cool, qui décide de se focaliser sur cette gimmick. Et donc le main event, le titre World Event, Rich Swann. Putain, en 2021 j'aurais dit Rich Swann champion du monde. Ouh, Rich Swann défendait sa ceinture face à Tommy Dreamer. Ah, déjà, il y a un problème. Il y a déjà un problème dans ce combat. C'est Rich Swann et Tommy Dreamer. Alors, on a un spot où Tommy Dreamer se déboîte les doigts. Sur un Samoan Drop, je ne sais comment, avec César qui est dégueulasse au passage. Mais, putain, t'as un médecin. Le médecin, c'est Philippe Etchebest qui arrive et qui, oh, je ne suis pas médecin, mais à ce qui paraît, t'as mal au doigt. Laisse-moi regarder. Finalement, Tommy Dreamer, mais il se les remet tout seul. Le match continue. Et on va voir Rich Swann qui a conservé sa ceinture, puisqu'on va voir un relève package near fall. Dreamer le relève, Samoan Drive, mais near fall. Super kick de Swann juste derrière, suivi de son second row Phoenix Splash pour conserver sa ceinture. 15 minutes 21. On aurait pu mettre 10 minutes, ça aurait été bien. Rich Swann va célébrer, voilà, gros moment incroyable avec Tommy Dreamer qui a été pendant tout le show. Il avait 50 000 segments où il était en mode putain, c'est le match de ma vie, ça fait 50 ans que je catch, c'est incroyable. En larmes, voilà, Tommy Dreamer, pour la famille Rêveur, Tommy Rêveur au passage. Et donc en post-match, Moose qui va arriver, qui va déglinguer les deux, Uranagi sur Swann et sur Dreamer, il va attaquer avec une chaise le genou de Swann. En Swann, on sait qu'il avait une storyline avec Eric Young à l'époque, avec ce genou. Puis gros spear sur Tommy Dreamer. Et il va donc poser avec les deux ceintures, puis jeter la ceinture World. Donc oui, on rappelle que Moose est TNT World Heavyweight autoproclamé. La fameuse ceinture blanche maintenant. Donc 2,5, c'est pas bon du tout comme combat. Et franchement, donc on va avoir pour... c'est quoi? C'est Rebellion hein, qui va avoir en avril. Donc on risque d'avoir Rich Swann contre Moose pour le titre en 2021. Alors que tu as Josh Alexander dans ton roster. T'as juste Josh Alexander dans ton roster. T'as tellement de meilleurs catcheurs dans ton roster. Et tu décides de mettre Rich Swann et Tommy Dreamer. Et Moose. Attention, hein. Parce que, quand même, j'ai envie de te dire, Impact Wrestling, ils sont incroyables dans certains domaines. Puisqu'ils arrivent à te mettre des champions World Heavyweight pétés. On a eu la Tessa Blanchard. Bon, c'était un gros one shot, le fameux qui gagne le titre heavyweight. À un moment donné, on a eu Sifui qui est venu, on aurait pu avoir la ceinture, mais il n'est pas resté parce que le contrat. Et heureusement qu'il n'est pas resté finalement. Mais depuis que la ceinture est rendue vacant, les champions c'est Rich Swann, Eric Young et peut-être Moose. T'as Trey Miguel, t'as Josh Alexander, t'as Sami Callihan. T'as juste Sami Callihan dans ton roster. Le mec il a re-signé, mais non. Non, tu ne mets pas Sami Callihan pour le titre heavyweight. Pourquoi tu ne mets pas Sami Callihan? Sans déconner. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu as des free agents. Tu as de ces free agents actuellement. Tu pourrais faire venir un mec d'Impact, pas un mec d'Impact, un mec de Japan, un mec d'AEW pour redorer un peu le... Même en challenger. Et alors, pour moi, c'est un grand nom, mais pour d'autres, vous allez me dire c'est n'importe quoi. Mais si tu veux mettre des catcheurs un peu mid-card World Heavyweight, ramène Curtis Axel. Renomme-le Axel Perfect, et donne-lui la ceinture World Heavyweight. Ça aurait plus de logique de voir Curtis Axel champion du monde, plutôt qu'un Rich Swann ou un Rick Young. Clairement.
clairement. Mais je vais parler de l'après-show, puisque le show s'arrête, et on a en fait une vidéo package. Moi, je me suis dit, ils font une vidéo package pour New Japan, et donc, vidéo package d'après-show, Finjuice, donc, David Finlay et Juice Robinson, qui formaient donc l'équipe Finjuice chez New Japan, qui donc va débarquer à Impact Wrestling, et qui va qui va être là lors du prochain Impact Wrestling. Donc, ça confirme quelque chose d'intéressant et d'important, puisqu'on a crié, ouais, calmez-vous, puisque Impact Wrestling, pas Impact Wrestling, mais AEW et New Japan, bon, c'est juste Kenta qui est venu à AEW, calmez-vous, y a rien de signé. Bon, ils sont où les mecs qui disaient ça à l'époque, là New Japan, Impact et AEW, ils sont en train de faire un deal de partage de superstars, là. Oh, il y a mon chat qui apparaît, peut-être que tu le verras pas à la cam, mais c'est pas grave. On a un échange de superstars. Kenta est chez AEW. New Japan, ils ont eu quelques names de Impact. Impact a eu des gars d'AEW et il va faire venir des gars de New Japan. Moi, j'attends que New Japan fasse venir... Parce que oui, on a eu Moxley qui est chez New Japan. On a... moi, j'attends de voir des gars d'Impact qui se pointent chez New Japan. Pourquoi pas Sami Callihan, par exemple? Puisque, de toute façon, Impact va pas le booker et va mal le booker. Donc, j'ai envie de te dire, pourquoi pas New Japan demande à Sami Callihan de venir chez eux. Pourquoi pas à New Japan Strong, ou directement à New Japan même, pour, je sais pas, pour la course au titre US, ou pour le G1 qui va arriver, la New Japan Cup, des trucs comme ça. Pourquoi pas? Il y a un deal qui est en train d'être mis en place entre New Japan, Impact et AEW avec un partage de superstars, certainement pour s'allier, pour concurrencer un peu tout ce qu'il y a d'autre, et surtout, quand tu as 3 fédérations comme ça qui se partagent les superstars, partagent le booking, et surtout que te font l'inter-booking fédération, puisque le booking qu'il y a chez AEW avec les Young Bucks, les Good Brothers, Kenny Omega, tu le retrouves aussi chez Impact Wrestling et peut-être chez New Japan. C'est ça qui va être plutôt intéressant à voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est comment ce deal va être mis en place, comment ça va être lancé. On n'est pas en backstage, donc on peut pas savoir, on est juste, en tant que fan, en train de se dire, là, en 2021, on est en train de se dire qu'il y a un deal entre ces 3 fédérations, qui vont avoir un partage de superstars et un booking interfédération qui va être plutôt bon. Et Impact Wrestling va peut-être être relancé avec tout ce qui est en train de se passer autour de ces fédérations. Il va peut-être me redonner envie de regarder les shows. Et ça, c'est giga cool. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà le catch qu'on aime. Il faut arrêter de voir, oui, mais telle fédération n'aime pas telle fédération, ils se font la guerre, ils tirent dessus, ça se lance des pics par-ci, par-là. On en a plus rien à foutre. Moi, tout ce que je veux, c'est voir du catch, voir des fédérations travailler ensemble pour nous produire le meilleur catch possible et pour nous divertir le maximum. C'est pas chez eux qui vont signer des mecs pendant 5 ans, des gars no-name, là, qu'on sait pas d'où ça sort. Respect à Christian Casanova et tout, qui vont signer des gars pendant 5 ans, qui vont rien faire et qui vont les rebalancer en circuit indépendant, avec une démotivation et qui vont les décoller du catch. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce truc. Ce show, je vous le recommande pas, il est pas ouf, à part le titre X-Division, le Revolver, et les matchs pour le titre par équipe. J'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer par la suite chez Impact Wrestling. Ça m'émoustille un peu. Mais voilà. Si t'as vu le show, n'hésite pas à me le dire en commentaire, dis ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, voir les liens dans la description, les fameux liens, j'en parle plus, mais bon, les t-shirts, l'abonnement, le PayPal, les dons, le PayPal, s'abonner, mon Twitter, mon Insta, n'hésite pas à me follow sur Insta et Twitter, le PayPal, voilà, tout ça, le référencement en commentaire, l'abonnement, la cloche, le like, le partage sur tous les réseaux sociaux favoris, n'hésite pas à en parler aux gens autour de toi. Et je ne sais pas si la chaîne sera renommée ou pas, mais la chaîne va être renommée. Voilà, je le dis comme ça, elle sera peut-être déjà renommée, mais la chaîne va être renommée. Le W300 VP, ça va être terminé très bientôt, peut-être début mars, fin février, début mars, la chaîne va être renommée. Si vous me suivez sur Twitter, vous le savez déjà, mais la chaîne va être renommée. Voilà, je voulais vous le dire. Des bisous à vous, catch et amour, beaucoup de catch, et on se dit à très très vite. Peace out.